am a person. You are not. Bitch. Pressure is a privilege. It really is. Barbecue sauce. Oh, she's taken it! Aguero! Oh, Manchester! Bienvenue dans Si je te dis, le podcast où on parle de pop culture pour mieux comprendre le monde. Si je te dis 11, bah 11 en anglais, non? Ok, et si je te dis Upside Down? Ah, c'est facile ça, c'est Diana Ross, non? Je vois que t'es super fort en blind test, mais t'as toujours pas trouvé, hein? Ah bon? Bon, concentre-toi une dernière fois. Si je te dis Hawkins, les années 80 ou Donjons et Dragons? Ah, mais oui, Stranger Things. Ah bah enfin! Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle d'une série culte, Stranger Things. Et ça tombe bien parce que la première partie du final de la série sort le 27 novembre. Alors non, on va pas commencer à faire des pronos sur qui va mourir à la fin, même si, soyons honnêtes, si Steve meurt, je casse tout. Mais ici, on veut pas de larmes. C'est les émotions. On va plutôt parler de ce qui fait battre le cœur de cette série, pas juste les monstres ou les pouvoirs d'Eleven, mais l'atmosphère qu'elle dégage. Parce que Stranger Things, c'est la série nostalgie par excellence. Mais au fond, de quelle nostalgie parle-t-on? Une vraie Madeleine de Proust? Ou bien une vision fantasmée des années 80? C'est le sujet de ce nouvel épisode de Si je te dis. Stranger Things, c'est une série créée par les frères Duffer et diffusée sur Netflix depuis 2016. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un phénomène. Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things. Elle est la deuxième série la plus regardée dans le monde, avec plus d'1 milliard d'heures de visionnage, juste derrière Squid Game, rien que ça. Mais pour ceux qui ont vécu en hibernation ces 10 dernières années, je vous fais le pitch rapidement. Dans la ville étrange de Hawkins, dans l'Indiana, des phénomènes étranges se produisent. Un enfant de l'école disparaît, ses copains geeks partent à sa recherche et tombent étrangement sur une jeune fille étrange, Eleven. Tous vont alors se lier d'amitié pour tenter de comprendre pourquoi il se passe tant de choses étranges chez eux. Ça, c'est l'intrigue de base. Mais l'essentiel, c'est le décor dans lequel la série est plantée. On est en plein cœur des États-Unis, au beau milieu des 80s. On retrouve donc nos jeunes héros en vadrouille sur leur BMX, on les suit dans leur journée à la salle d'arcade ou à jouer à Donjons et Dragons dans leur sous-sol. Ils portent des t-shirts à col ou des chemises super colorées, des vêtements oversize, des chaussettes jusqu'aux mollets et des baskets iconiques. Ils écoutent Kate Bush, The Police, Toto ou les Clash. On se retrouve donc au beau milieu des années 80 avec eux, mais on replonge aussi dans nos plus beaux souvenirs d'enfance avec les personnages principaux. Et tout ça est magnifié par la bande originale de Kyle Dixon et Michael Stein. L'utilisation du synthé, quasi hypnotique, nous replonge dans l'époque et rajoute une ambiance parfois un peu dark. Et c'est pas un hasard si ça marche aussi bien. Le synthé, c'est le son typique des années 80. À l'époque, c'était le symbole de modernité, de la technologie qui débarque dans la musique. Aujourd'hui, Stranger Things l'utilise pour recréer instantanément une atmosphère rétro. Et avec tout ça, l'immersion dans les 80s, elle est totale. Les looks, les musiques, les vélos, les talkie-walkie, bref, Stranger Things coche toutes les cases. Mais attention, ça, c'est une vision des années 80. Une version magnifiée, filtrée par les souvenirs des créateurs de la série. Leurs années 80, celles qu'ils ont fantasmées eux à travers Stephen King, Carpenter ou Spielberg. E.T. Téléphone maison. Mais alors, est-ce que Stranger Things nous montre vraiment les années 80 ou est-ce qu'elle invente celles qu'on rêve tous d'avoir vécues? Alors on a parlé de l'atmosphère, du décor iconique de la série, mais est-ce que ces années 80-là, elles ont vraiment existé? Parce qu'en regardant la série, on a tendance à extrapoler et à se dire les 80s c'était des banlieues pavillonnaires tranquilles, des gosses libres comme l'air qui partent à l'aventure à vélo, des réunions programmées avec des talkie-walkie, bref, une époque plutôt cool. Mais les années 80, aux États-Unis, elles étaient un petit peu plus rudes que ça. Oh, dur, c'est pas le pied. À cette époque, le pays traverse une récession violente, on subit le taux de chômage à 2 chiffres et la fermeture des usines, surtout dans le Midwest.
Les grandes villes connaissent une explosion de la criminalité et la menace nucléaire est bien réelle et tout aussi anxiogène que les monstres du monde à l'envers. Aujourd'hui, c'est dans une petite ville de Paris que je vais me rendre pour gueuler sur une famille qui a encore bien merdé en ouvrant un restaurant sans aucune compétence dans le domaine. Alors non, pas ce monde à l'envers, mais t'as compris. Culturellement, les années 80, c'était aussi MTV, Madonna, Michael Jackson ou le hip-hop qui émerge dans les quartiers noirs. Bref, une Amérique beaucoup plus diverse et contrastée que Hawkins, où on met surtout en avant le quotidien de la classe moyenne blanche. Donc oui, Stranger Things nous plonge dans les 80s, mais dans une version très choisie, celle des souvenirs d'enfance des frères Duffer. Et en France, ça donne quoi les années 80 ? Alors ok, certaines références américaines traversent l'Atlantique, surtout les films et la musique pop-rock, mais beaucoup d'autres restent flous. Le contexte social et économique américain nous échappe un peu. Nous, on écoutait Goldman, on écoutait Balavoine ou France Gall. On regardait Le Club Dorothée ou Champs-Élysées avec Michel Drucker. Alors c'est vrai qu'en France, nous aussi, on portait des tenues flashy, on avait des coupes de cheveux volumineuses ou à base de mulets. Mais surtout, on passait l'après-midi à jouer au Playmobil dans le salon en mangeant des chocobéennes et en buvant du tang. Pour avoir le bon goût de l'orange, essayez donc ce mélange. Mettez du tang, mettez de l'eau. À la couleur du fruit, ça plaît aux grands, aux petits. Faites, Tang, la saveur de l'orange. Bon, clairement, avec tout ça, faut pas nous en vouloir si on n'a pas tous les codes pour une série comme Stranger Things. Et je sais pas si t'as remarqué, mais je dis nous depuis tout à l'heure comme si moi aussi j'avais vécu les années 80. Alors qu'en vrai, je suis beaucoup trop jeune pour ça. Non mais si, je te jure. D'ailleurs, pas sûr que la moitié des gens qui ont vu la série aient eux-mêmes vécu les années 80. Selon une enquête de Statista, en 2022, la plupart des fans de la série sont issus de la Gen Z, donc nés entre 97 et 2012, ou sont des millennials, c'est-à-dire nés entre 81 et 96. Et c'est là qu'on voit que la recette de Stranger Things, elle devient brillante. Pour ceux qui ont grandi dans les années 80, certains détails rappellent de vrais souvenirs, et pour ceux qui ne les ont pas vécus, on nous vend une époque idéalisée, presque fantasmée, à travers les yeux des créateurs. Alors attention, pendant quelques instants, je remets ma casquette de prof parce qu'on va parler philosophie. Oh non! Oh non, pas ça! Cette sensation de nostalgie que Stranger Things nous procure, elle correspond parfaitement à un concept développé par Svetlana Boym, artiste et professeure de littérature russo-américaine. Ce concept, c'est la nostalgie réflexive. Pour elle, ça veut dire qu'on regarde le passé avec émotion, on le savoure sans chercher à le reproduire de manière exacte, et c'est exactement ce que font les créateurs du show. Leur série n'est pas une machine à remonter le temps, mais un hommage à leur vision de l'époque. Et pour nous, ça colle parfaitement, car même si on n'a pas connu les années 80, on s'identifie à une période de la vie que traversent nos héros, l'enfance et l'adolescence. Leurs querelles, leurs premiers amours, leurs aventures en général, et ça, c'est universel donc ça marche à tous les coups. Alors si Stranger Things nous plonge dans ces années 80 rêvées, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui ? Cette vision fantasmée ne reste pas cloisonnée à la série. Les codes esthétiques des années 80 sont remis au goût du jour et deviennent une rêve de plus pour une génération qui n'a pas connu cette époque. En gros, la nostalgie, c'est plus seulement un souvenir personnel, c'est un produit culturel qui circule, se réinvente et touche tout le monde, qu'on ait vécu les années 80 ou pas. Alors comment cette vision fantasmée des 80s influence la pop culture d'aujourd'hui ? Et est-ce que cette nostalgie n'est pas instrumentalisée par le marketing ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Bon, on a vu que Stranger Things ne se contente pas de montrer les années 80, elle les réinvente. Mais le plus intéressant, c'est de voir comment cette nostalgie s'est muée en produit culturel et marketing. L'exemple évident, c'est la musique. On ne compte plus les tubes des années 80 qui ont retrouvé une nouvelle jeunesse grâce à la série. Le cas le plus emblématique, c'est bien sûr Kate Bush et sa chanson Running Up That Hill. Sortie en 1985, elle est revenue en tête des classements mondiaux presque 40 ans plus tard, devenant un vrai phénomène TikTok et un hymne générationnel pour des ados d'aujourd'hui. Ouais, des ados d'aujourd'hui. Et ça marchait aussi en 2016 au moment de la saison 1 avec Should I Stay or Should I Go, les Clash, ou plus récemment Masters of Puppets de Metallica.
Mais au-delà des tubes de l'époque, des styles musicaux rétro-futuristes émergent comme la synthwave, qui naît au début des années 2010 avec des sonorités de synthé, bien sûr, et des artistes comme Kavinsky. La BO de la série vient d'ailleurs piocher assez largement dans ce style pour nous offrir cette ambiance vraiment rétro. Deuxième exemple, la mode. Les vestes oversize, les baskets iconiques, les couleurs flashy, la coupe de cheveux de Nancy ou celle de Steve. Le style Stranger Things se démarque depuis quelques années. Et les marques ont d'ailleurs flairé le bon filon. Nike a ressorti certains modèles vintage, Levi's et plus récemment Quicksilver ont collaboré avec Netflix pour ressortir certains vêtements iconiques de la série. Bref, la nostalgie devient un produit vraiment rentable. Cette logique s'applique aussi aux jeux de rôle et plus largement à la culture geek. Stranger Things a remis Donjons et Dragons sur le devant de la scène, au point que le jeu de rôle qu'on disait ringard connaît un vrai retour en grâce. Ses ventes ont même explosé en 2022 après la sortie de la saison 4, avec une hausse de plus de 250%. En fait, Stranger Things fait un truc hyper malin. Elle recycle des éléments du passé pour parler à tout le monde. Résultat, plusieurs générations idéalisent la période, et le marché de la culture mise donc sur un revival des années 80. Et ça cartonne à fond, c'est un vrai tour de force sur le plan culturel et commercial. Alors au final, est-ce qu'on peut dire que Stranger Things nous fait ressentir une vraie nostalgie des années 80 ? Bah pas vraiment. La série ne cherche pas à coller fidèlement à la réalité sociale ou historique de l'époque, elle met juste en avant une vision rêvée des 80s, magnifiée par le regard des frères Duffer et leurs influences culturelles. Mais c'est justement ça qui explique son succès. Stranger Things ne vend pas seulement les années 80, elle vend une enfance idéalisée. Les amitiés fortes, les premiers amours et les premières grandes aventures vécues sans adultes. Bref, ce moment de vie universel où tout semble possible et auquel chacun peut se raccrocher. Alors ok, il y a des monstres et un côté de plus en plus dark au fil des saisons, mais l'univers de la série, les liens entre les personnages, il y a quelque chose de vraiment réconfortant là-dedans. C'est un peu le cocktail ultime pour ressusciter les années 80. Mais ce phénomène de revival ne s'arrête pas là. On le voit déjà, les années 90 et 2000 sont en train de revenir en force. Sans parler de la mode ou des influences musicales de ces années-là, de nombreuses séries de cette période ont le droit à leur retour sur le devant de la scène. On peut penser à How I Met Your Mother, qui est revenu en 2022 avec une série dérivée, How I Met Your Father, et plus récemment, on a appris que Malcolm reviendra le mois prochain pour quelques épisodes, et ce, après 19 ans d'absence. Preuve que la nostalgie, ça fonctionne encore super bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Si je te dis. N'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et par pitié, évite de te faire la coupe de Steve.